Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence de la SAPEM. Aujourd'hui, on a la chance de voir Pierre Tournier avec nous, qui va nous parler de la pollution lumineuse. C'est un fléau pour la nature, c'est un fléau pour pour les humains aussi. C'est un fléau de plus en plus présent, malheureusement, dans nos vies. Pierre est un spécialiste de la pollution lumineuse. Il a contribué à beaucoup de règlements faits par les municipalités. Il a aidé beaucoup de municipalités pour démarrer leur règlement, même pousser beaucoup au Québec là, pour ça. On a le plaisir d'accueillir Pierre. Pierre, tu devrais m'entendre. Oui. Oui, si tu peux partager ton écran, on va commencer la conférence bientôt. C'est ça que je viens de faire. Si vous avez des questions, vous allez dans le menu participants, en haut ou en bas, dépendant de comment vous êtes, votre PC, comment est-ce qu'il est, ou votre tablette, comment est-ce qu'elle est configurée. Et vous pouvez soit lever la main. Si vous levez la main, bien là, je vais vous donner la parole. Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, on débute. Vas-y, Pierre, si tu peux partager ton écran, moi je vais arrêter le mien. Et comment est-ce que je fais? OK, attends un petit peu. Share screen. Et voilà. Ça marche-tu? Oui, c'est parfait. Là, vous voyez? Bon, OK. Attends un petit peu, il y a quelque chose ici. Admit, tu peux-tu enlever le... Il y a un petit bloc en haut à gauche qui dit qu'il y a quelqu'un qui est rentré. On admet quelqu'un dans la salle d'attente. Moi, je le vois sur ma page de présentation. Ça s'enlève-tu? Hello? On ne voit pas ton écran. C'est correct. Je vais m'en occuper pour la salle d'attente. OK. Bon, on va y aller. Tu peux commencer. All right. Ben, merci beaucoup à tout le monde pour être ici. Je regarde dehors. Ça va être dégagé toute la soirée, toute la nuit. Il y a un gros trou là, de la grosseur des Grands Lacs, tout le sud du Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, tout ça, c'est tout découvert là, toute la nuit. Fait que peut-être qu'après la conférence, on va aller faire un petit tour dehors. Mais j'apprécie le fait que vous êtes ici et pas en train de vous installer vos télescopes. Là. Fait que vous êtes des soldats qui vont combattre la pollution lumineuse. Avec la conférence de ce soir, on va voir différentes situations d'éclairage. Vous allez apprendre à les reconnaître. Vous allez voir que c'est pas compliqué de corriger. Il faut juste convaincre les villes et nous, des fois nos voisins pour les changer certaines habitudes. Mais c'est pas sorcier. Puis à la fin, vous allez voir le nouvel outil qu'on a au Québec qui s'appelle la norme. C'est un règlement que les villes peuvent adopter puis faire une copie collée dans leur set de règlements municipaux. Fait qu'on leur donne quasiment, tout simple pratique, tout cuit dans le bec. Fait qu'on va commencer ça. Alors, la pollution lumineuse, on va voir comment éclairer et sauver de l'argent et augmenter la sécurité et aider l'environnement et embellir le territoire et protéger le ciel sans éteindre les lumières. Fait que ça, là, ça impressionne bien du monde parce que tout le monde pense qu'il faut fermer les lumières pour combattre la pollution lumineuse, puis non. Il y a moyen d'avoir notre gâteau puis de le manger en même temps. Comment ça marche? Bon. Fait que si on regarde un lampadaire décoratif, c'est beau de jour, ces lampadaires-là, on remarque que c'est un globe semi-transparent, puis il y a de la lumière qui va en haut vers le ciel, à terre, en avant, en arrière, à gauche, à droite. C'est omnidirectionnel. Please move this one. Anyway. Quand on allume ça, il y a la moitié de la lumière produite qui s'en va directement dans le ciel. Donc, c'est la zone A. Fait que si c'est une ampoule de 100 watts, tout de suite, il y a 50 watts qui est utilisé pour éclairer le ciel. Une perte totale. La partie B, tu as un 10% du wattage qui est converti en éblouissement. Ça, c'est la lumière que tu reçois en pleine face quand tu conduis. La lumière qui traverse la rue.
qui traverse les champs, qui se rend chez toi. Ça aussi, c'est de la pollution lumineuse. Tu es rendu avec la partie A, qui est 50 plus un autre 10 Bref, ce qui reste, c'est la partie C, que j'ai mis en noir. C'est 40 de l'éclairage qui s'en va au sol, là où on a besoin. Donc, si on veut sauver de l'argent, au lieu de mettre une ampoule de 100 watts ici, tu en mets une de 40 watts avec un chapeau dessus. Puis là, ton 40 watts s'en va complètement au sol. Tu as autant de lumière qu'avant, sauf que tu n'as plus la partie éblouissante et la partie qui pollue dans le ciel. Fait que ça, c'est une façon d'économiser à l'achat, parce qu'une 40 watts, ça coûte moins cher qu'une 100 watts, et elle consomme moins durant l'utilisation. Fait que tout le monde est content avec ça. Là, j'ai des chiffres qui commencent à dater pas mal, mais c'est très représentatif. En 2005, on calculait que juste au Québec, 760 milliards de wattheures par année étaient utilisés pour éclairer les nuages. Ça, c'est la lumière que les satellites voient. Et puis, basé sur l'intensité puis la distance satellite-sol, ils sont capables de calculer l'intensité au sol, donc l'énergie. Puis ça représente grosso modo 50 millions de dollars par année juste pour la zone A. Le satellite ne voit pas la lumière qui s'en va à l'horizontale, il ne voit seulement que la lumière qui va carrément vers le ciel. Puis, typiquement, il y a des augmentations de pollution lumineuse par 6 par année, mais tranquillement, on voit que ça commence à baisser là, à cause de tout ce qu'on fait monter. Oui. Tu dois avoir une fenêtre là, dans ton PowerPoint là, à tasser ou à fermer. Je ne sais pas. Tu regardes en arrière de ton 760, là, il y a une fenêtre. Là. OK. Une fenêtre de zoom, tu as pas ouvert une fenêtre. Non, ça fait pas partie de la conférence. Please move this window away from the shared application. Là, tu la tasses. Je ne sais pas comment tasser. Non. Tu n'as pas une fenêtre ouverte là, comme le chat ou le participant? Oh, là, tu as déconné. Screen sharing has stopped. Un petit peu. En fait, on share en mettant rien que le PowerPoint. Excusez-nous les petits problèmes. Yeah. OK. Ça, si je fais ça. Là, on revient. Où est-ce que t'es, là, tous les zooms? T'es rendu où, le zoom? Un petit affaire bleue. Okay. On va faire d'autres choses. Une chance qu'il a gardé ça. Là, Alain va prendre le contrôle de mon écran. Non, ça ne marche pas. Là, ici, dans le bas, là, tu l'envoies share, puis là, tu fais share pour ton PowerPoint. Je ne vois pas ça nulle part. Je vois juste mon taskbar en bas, mais je ne vois pas celui du Zoom. OK. Bon, là, il faudrait que tu m'en donnes le mot de passe pour ton écran. Le mot de passe, présentement, c'est 381 ABQ. Albert Bravo, Québec. Okay. Il est où ton zoom? Il est là. OK, rentre dans le zoom.
à parler comme au début. Là. Ah, il est ici. Tiens. Il est ici. Non. On s'excuse. Ça ne sera pas long. On a perdu Pierre. Excuse des problèmes, on va essayer de retrouver Pierre. Le revoilà. Ouais, Pierre, ça va être correct. En tout cas, merci beaucoup, Alain. Bon, alors là, encore la petite fenêtre, là. Please move this window away, là, je ne sais pas trop. J'ai pas de contrôle dessus. Un instant. On va vivre avec, c'est tout. Une chance, c'est pas 100% de l'écran. Il faut pas sous la façon de la bouger, elle apparaît, puis là, elle devient visible. OK, on va regarder l'autre chose. OK, en attendant, on va y aller pareil, là. Vas-y. OK, fait que, bon, là, regarde, on a vu la partie A, la partie B et la partie C. Donc, ce qu'on cherche, c'est justement la partie C pour éclairer le plancher, donc nos rues, nos trottoirs, nos entrées de garage, les stationnements, c'est tout à terre, ça. Fait que la partie B, c'est l'éblouissement qui est fatigante. Puis la partie A, c'est de la perte totale. Fait que, les chiffres qui datent de 2005, ça a 15 ans, ça déjà. Fait que 760 milliards de watts-heure par année au Québec en 2005. Ça, c'est l'énergie gaspillée pour éclairer le dessous des nuages. Ça représente 50 millions de dollars par année juste pour la zone A, parce que le satellite dans le ciel ne voit pas la zone B, donc la lumière horizontale qui nous éblouit, il ne la voit pas. Puis, c'est 6% par année d'augmentation. Parce qu'il y a des nouveaux développements, des nouveaux magasins, des nouvelles usines, des rues, puis tout ça. Puis bien souvent, quand on éclaire, on ne pense pas à comment mieux éclairer. Mais là, avec IDEA International, IDEA Québec et l'ARIS à Mégantic, il y a un mouvement qui est mondial, là. Puis ça paraît, là. Fait qu'il y a de l'espoir, sauf que c'est probablement la prochaine génération qui va en profiter. Fait que nous autres, on se sacrifie pour eux. Alors, quand on fait bien attention, il y a moyen de s'éclairer convenablement, puis l'environnement, les petits animaux, les insectes, tout le monde est content. J'ai trouvé une image d'un petit chat qui allait bien bizarre avec des sourcils et des yeux humains, là, mais je l'aime bien gros, je la garde dans ma conférence pareil. Mais ça représente l'environnement puis les espèces animales puis tout ça qui ont besoin aussi de cycles de nuit et de jour, tout comme les humains. Là, il y a des chiffres ici qui sont bien intéressants, puis la source en bas à droite, c'est
l'Association québécoise de la maîtrise en énergie de décembre 2014. Mondialement, 8% de toute l'énergie mondiale est utilisée pour l'éclairage. 80% de ce 8%, c'est pour un usage commercial et de l'éclairage public extérieur. Fait que ça représente 750 millions de sources lumineuses extérieures dans le monde. Tu en as 300 millions aux États-Unis, en Europe, puis tu en as 160 millions de sources de lumière extérieure aux États-Unis. J'ai pas le chiffre au Canada, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière extérieure. On peut le voir sur l'image de fond. Il y a beaucoup de lumière dirigée dans le ciel. 70% du 80%, c'est de la perte. Totalement perte inutile. Tu en as le quart qui n'est pas nécessaire, un autre quart qui est dû à du suréclairage, un autre quart qui demeure allumé tout le temps, puis tu as un 15% c'est de l'éblouissement, on l'a en pleine face. 10%, ça éclaire le ciel directement. Ça, le 70% de perte totale, ça représente 1,1 pétawatt par année. C'est 1 fois 10 à la 15, donc c'est 1 million de milliards de watts par année. C'est l'équivalent de 500 centrales électriques de 200 milliards de watts chaque. Puis pour créer cette énergie-là, ça prend des fois du carburant comme du charbon, de l'essence, quoi que ce soit. Alors, ça produit, pardon, j'ai été un petit peu trop vite, l'énergie pour alimenter 7,7 millions de maisons, puis ça crée 750 millions de tonnes de CO2 pour produire cette énergie-là qui est 100% perdue. Ça coûte 110 milliards de dollars par année en perte mondialement. C'est de l'argent, l'éclairage. Et si on y faisait un petit peu plus attention, il y a beaucoup, beaucoup à sauver parce qu'il y a beaucoup de lumière partout sur la planète. On regarde dans le nord-est des États-Unis, là, c'est blanc. Comme le Japon, c'est blanc. Tu regardes l'Europe, il y a beaucoup, beaucoup de blanc. Les places où c'est bleu foncé, c'est parce qu'il n'y a pas personne. Tu regardes en Afrique, là, il n'y a pas grand monde dans le désert du Sahara, puis tu as un gros désert en plein milieu de l'Australie. Tu as toute la Sibérie qui est en Russie, puis tu as le nord canadien. Il n'y a pas grand monde, là. C'est pour ça qu'il fait noir. On s'excuse des problèmes. Wow! C'était quelque chose. Vas-y, Pierre, continue. Bon, on était rendu là, enfin, on va remettre ça ici. OK. Là, il faut que je touche Pierre. Fait qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie de gaspiller. Ici, on voit une photo de satellite de la station spatiale. C'est David Saint-Jacques qui a pris cette photo-là en 2013. Puis on voit Toronto, Ottawa, Montréal et le Québec. Toronto, là, la grande région métropolitaine de Toronto, tu as 5,5 millions de personnes. La grande région métropolitaine de Montréal, tu as 3 millions de personnes. Regardez comme Montréal brille beaucoup plus que Toronto. C'est pas normal, ça. J'ai mis ici 8,2 millions de personnes pour la ville de New York. Une autre vue de satellite, on a la grande région de Toronto ici. Ça, c'est le lac Ontario. Tu as Ottawa, puis tu as Montréal. Ici, tu as Long Island, puis tu as la ville de New York qui a 8 millions de personnes. Fait qu'on n'est pas aussi nombreux que New York, mais on lui fait compétition en termes d'éclairer le ciel. Pourquoi? Ben là, il y a différentes raisons qui expliqueraient ça. Là, je ne les connais pas toutes, mais l'électricité au Québec n'est pas chère. On est habitué de mettre beaucoup trop d'éclairage. On ne pense pas à protéger le ciel. C'est quand même assez récent là, comme phénomène. Là, depuis les années 60, 70, qu'on s'aperçoit qu'on perd le ciel, fait qu'on réagit. Alors, je vous présente 3 personnages qu'on va voir un peu partout. Alors, le bon, la brute, le truand. La photo en arrière-plan, c'est Los Angeles. Puis tout ce qui est noir en avant, c'est le mont Wilson. Il y a quelqu'un qui a pris une photo de la ville de assez haut. Puis ce qu'on voit dans nos rues souvent, là, c'est des têtes de cobra avec un globe dedans. Il y a juste une ampoule dedans. Puis si on mettait une règle, puis on la collait sur le bas de l'ampoule, du globe ici, puis qu'on la mettait sur le côté du boîtier, tu aurais un angle d'à peu près 45 degrés, comme ça et comme ça.
Alors oui, il n'y a pas de lumière qui va directement verticale vers le ciel, mais il y en a qui part avec un angle. Puis c'est ce qu'on voit ici partout, partout, partout. La plupart des lumières qu'il y a là, c'est des têtes de cobra. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever le globe, en mettre un qui est plat. Là, ça devient une full cutoff. Ça, c'est l'ancien système pour désigner le type de comment est-ce que l'éclairage est produit, comment est-ce qu'il est distribué. Fait que là, comme ça, avec une fenêtre qui est plate, il n'y a plus réellement de lumière horizontale. Puis il n'y en a pas qui monte dans le ciel, à moins qu'elle soit réfléchie par le sol. Mais ça, on ne peut rien faire de ça. Ça ici, c'est notre truand, c'est les fameuses lampoules au mercure, les sentinelles. C'est pas cher, il y en a partout, il s'en vend encore 25 000, 30 000 par année au Québec parce que c'est pas cher. Le problème avec ça, c'est que l'ampoule ici, il y a du mercure dedans. Fait que quand l'ampoule est brûlée, on la jette aux poubelles, puis on ne devrait pas, parce que ça s'en va dans des sites d'enfouissement. Le verre va craquer, le mercure va couler, puis éventuellement, ben, ça se trouve une nappe d'eau. Fait que si nous autres, comme adultes, on boit ça, c'est pas trop pire, mais un enfant n'est pas capable, il va être malade. Une femme enceinte, le fœtus est en danger. Le mercure, c'est pas bon pour la santé, mais les adultes peuvent en toffer un petit peu plus, mais pas les enfants. Alors, c'est bon de ne pas le mettre dans l'environnement. Fait que là où il y a des règlements sur la pollution lumineuse d'adopter, les sentinelles sont bannies. Alors, tu n'as plus le droit d'en acheter d'autres. Le problème aussi pour les sentinelles, c'est qu'avec le temps, mettons que c'est une 250 watts, dans 3 ans, elle n'éclaire pas aussi fort qu'avant. Elle perd de sa luminance, mais elle consomme autant. Elle va toujours consommer 250 watts, mais il va venir un moment donné, elle va donner juste la moitié de sa lumière. Fait que elle est gloutonne. Et puis, ce qui arrive bien souvent, c'est quand elle éclaire moins fort, les gens vont enlever le globe ici, on va voir l'ampoule tout nu. Alors, regarde ça, une ampoule au mercure, puis ça fait mal aux yeux. Parce que ça éclaire dans l'ultraviolet, puis l'œil ne le perçoit pas, mais il le ressent. Fait que ça, c'est à peu près une des pires lumières là, dans la campagne, là où il fait noir. Tu vois ça de très, très loin. Tu ne regardes pas ça longtemps, ça fait mal aux yeux. Alors, ce qu'on suggère, c'est que lorsqu'il y a des gens qui ont des ampoules, des sentinelles, par exemple, quand elle va brûler, tu prends un remplacement, un modèle d'elle, des diodes électroluminescentes. Puis, tu as des modèles là, qui vont fitter le socket carrément. C'était une centaine de dollars américains. Aujourd'hui, c'est rendu à 45 dollars américains. Puis, tu n'as même pas besoin de changer tout ton boîtier puis tout ça, là. La lumière va éclairer vers le bas et non pas sur les côtés. On le voit ici, la maison n'est pas éclairée, elle n'est pas blanche. L'éclairage se fait à terre, là où il doit être. L'invention de l'ampoule incandescente. En 1879, c'est M. Thomas Edison qui découvre que dans une ampoule à vide, tu as un élément de tungstène que tu fais chauffer et puis il va donner de la lumière. Fait que ça permet à l'être humain d'être productif 24 heures sur 24. Tu n'es plus obligé d'aller te coucher quand le soleil est couché. On en a mis partout. On en a mis pas mal. Le problème avec ça, c'est qu'elle est terriblement inefficace. C'est le type d'ampoule le moins efficace qui existe. Il y en a partout. Fait que, comme modèle, là, si on prend une ampoule de 100 watts, ben, il y a 90 watts qui est perdu en chaleur. Il y a juste 10 watts qui est converti en lumière. C'est pour ça qu'elle chauffe, puis elle ne dure pas longtemps. En dedans d'un an, c'est presque brûlé. Fait que, il en existe de moins en moins. À partir de 2015, elle était bannie. Fait que les 150 watts incandescentes, il n'y en a plus des magasins. Les 100 watts non plus. Les 60 watts, il en reste encore. C'est l'inventaire qui est en train de se faire écouler. On voit encore du 20 watts, du 15 watts. Mais c'est tout en train d'être remplacé par du DEL. Alors, la DEL, c'est quoi? C'est une diode électroluminescente. C'est un semi-conducteur. Fait que c'est de l'électronique qui produit de la lumière. Fait que les anciennes ampoules ici, traditionnelles incandescentes avec le filament de tungstène dedans, là, ça c'est une 60 watts.
Elle va donner une certaine quantité de lumière. Ici, c'est 840 lumens. On laissait faire les lumens, là, c'est une unité de mesure, 840 unités de mesure de lumière. Avec le temps, on a trouvé des façons d'être plus efficaces. Donc là, au lieu d'une 60 watts, on est rendu avec une 43 watts qui donne presque la même quantité de lumière. 750 versus 840, c'est comparable. Éventuellement, on est arrivé avec les compacts fluorescents. Ça tire 13 watts au lieu de 60. Ça donne 825 lumens au lieu de 840. Bon, c'est pas grave. Puis ça dure 9 ans plutôt que moins qu'1 an. Alors ça, c'était tout un avantage technologique. Suite à ça, il y a eu les DEL, puis chez GE, ça c'est un modèle qui a une DEL dedans, 13 watts de consommation, 800 lumens, très comparable à l'autre, mais elle dure presque 23 ans. Ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, l'éclairage dans le salon ou la cuisine, sauf que quand tu arrives dehors pour l'éclairage des rues, c'est très important. Ça coûte une petite fortune envoyer une équipe changer les ampoules. Ces ampoules-là, là, c'est le modèle incandescent, mais c'est une ampoule, mettons 250 watts, c'est typique de ce qu'il y aurait là-dedans. Tu peux en avoir des 125 watts aussi en campagne. Mais c'est une ampoule qui chauffe. Sa durée de vie, c'est 5 ans et moins. Même qu'après 3 ans, ça commence à brûler. Quand tu les remplaces par un panneau d'aile, l'avantage, c'est que tu dévisses la tête, tu gardes le poteau puis le filage, puis tu revisses ce module-là. C'est fait pour être facile à changer. Puis tous les petits carrés qu'on voit là, c'est toutes des petites ailes individuelles. Et mettons, pour faire un chiffon, qu'il y en aurait une centaine là-dedans, ben, si ça, c'est une 125 watts, tu peux mettre une 40 watts ici, fait que tu aurais 4 dixièmes de watts par petit semi-conducteur. Ça chauffe pas. Ça chauffe presque pas. C'est pour ça que ça dure 20 ans. Fait que tu n'es pas obligé d'envoyer une équipe, un camion, un technicien à tous les 2-3 ans pour changer ce que tu viens d'installer. À Montréal, c'est 2 camions que ça prend pour changer une lumière. Fait qu'il y a des coûts associés à ça. C'est pas le coût associé directement avec l'ampoule, mais c'est la maintenance. Fait qu'il y a de l'argent à sauver, non pas juste sur l'électricité à consommer, mais sur la maintenance aussi. Les DEL, bon, ça dure 20 ans, ça chauffe pas. Quand tu t'allumes, tu mets ça en on, ça allume tout de suite, il n'y a pas de délai. Tu peux varier l'intensité, tu peux mettre un dimmer là-dessus sur des lumières de rue. Tu n'as pas de maintenance, c'est tout scellé. Ça marche ou ça ne marche pas. Si tu en aurais une ici qui brûle, ça ne paraît même pas sur tous les panneaux. Tu peux en avoir quelques-unes qui vont brûler au travers des années, puis ça va éclairer la rue pareil. Dans des petites villes de 20 000 habitants, ça leur coûte 40 000 $ par année pour changer les anciennes lumières brûlées. Fait que c'était intéressant pour eux autres de mettre du DEL. Puis le payback, on va voir comment calculer ça. En 5 ans, ton investissement il est payé à cause des économies que tu fais à chaque année, puis pendant 20 ans. Quand c'est des paybacks de 15 ans, 20 ans, les villes n'embarquent pas. Mais 5 ans, ils écoutent en titi. Ça, c'est une fiche technique de Philips pour montrer leurs différents modèles d'ampoules et de luminaires. Alors, si on regarde ici l'équivalent à remplacer, tu as des lumières de rue, mettons, de 50 à 70 watts. Ici, plus bas, tu as des 100 à 150 watts. Fait que les modèles recommandés, c'est du 70 watts d'ailes pour remplacer des ampoules à haute pression ici, du sodium à haute pression de 150 watts. Puis ça inclut aussi le ballast, le transformateur. Fait que 70 watts, c'est la moitié finalement, que 50 % d'économie. Ça, c'est pour une lumière qui a une couleur de 4000 K. Ça veut dire une lumière blanche. On va voir un petit peu les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est la nouvelle nomenclature, la nouvelle façon de décrire comment la lumière va être émise. Alors, on imagine un poteau avec sa lumière. Ça, c'est en avant. Ça, c'est en haut. Et ça, c'est en arrière du poteau. Alors, le système BUG, B-U-G. B, c'est pour backlight. Si c'est un B qui est 0, tu n'as aucune lumière en arrière du poteau.
si ton U, qui est up light, la lumière vers le haut, si le U est 0, tu n'as aucune lumière par-dessus le luminaire. Le G, c'est glare, l'éblouissement. Si ça, c'est 0, tu n'as pas de lumière qui part à l'horizontale, qui traverse la rue. Donc, une lumière qui serait B0, U0, G0, tu auras juste de la lumière qui descend vers le bas. Alors, dans un stationnement, tu veux quand même de la lumière un peu en arrière. Tu n'en veux pas trop. Tu en veux un petit peu en arrière, tu en veux un petit peu en avant, puis tu n'en veux pas tout en haut. Fait que tu peux choisir si tu veux une B2, U0, G0. Ça serait bien pour quelque chose qui a pas de lumière en haut, pas de lumière à l'autre bord de la rue, un petit peu de lumière en arrière du poteau. Fait que sans voir le modèle physiquement, je sais comment la lumière va être distribuée. Ça, c'est le nouveau système. Fait que ça remplace les cut-off, semi-cut-off, full cut-off. On parle du système bug. Alors, voici ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Alors, il y a un petit dépanneur, une petite business avec un stationnement, puis le propriétaire veut que ça soit éclairé parce qu'il ne veut pas qu'une voiture recule sur un piéton. C'est pas bon pour la business, hein? Fait qu'on met de la lumière. Puis malheureusement, quand on met de la lumière, on en met trop, puis elle déborde la région qu'on veut éclairer. Ici, on veut éclairer le stationnement, mais on voit qu'il y a de la lumière dans la rue, puis le caméraman est de l'autre côté de la rue. On peut imaginer la maison qui est sur ce côté-ci qui se fait éblouir. Fait que tu as de la maison qui rentre, t'as de la lumière qui rentre dans ton salon ou dans ta chambre à coucher. Puis c'est fatigant. Fait que probablement que c'est des lumières comme celle qui est en haut qui seraient installées. Puis remarquez que l'angle n'est pas horizontal. Il y a un angle de 80 degrés, 60 degrés. C'est des angles très hauts pour prendre une lumière puis faire éclairer loin, 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 au lieu d'en mettre deux puis d'éclairer un petit peu moins chaque. Fait que les gars veulent sauver de l'argent sur les poteaux. Ça se comprend. Mais si on prenait un poteau un peu plus haut, on mettait la lumière à l'horizontale, on verrait un grand cône. Plus le poteau est haut, plus le cône est grand. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une lumière qui n'est pas protégée. Alors, on a 60% de sa lumière qui est perdue, qui n'est pas utile. Tout ce qu'on pourra faire, c'est de mettre un chapeau dessus et puis prendre une ampoule qui est plus faible, mais envoyer toute sa lumière au sol. C'est ça qu'on a. La solution, c'est ça. C'est un stationnement qui est mal éclairé. Ça, c'est de l'éclairage abusif. Et voici un stationnement qui est bien éclairé. Ça, c'est à Dorval, le stationnement de Belle Mobilité sur la rue Bouchard qui longe la Lavin. Alors, le gars qui a fait l'éclairage ici, c'est le président d'IDEA Québec. C'est un ingénieur consultant en éclairage. Et toutes les lumières, là, ils ont des chapeaux. Et on voit que l'éclairage arrête avant d'arriver sur l'autoroute 20 ou sur la rue Bouchard. Ici, le caméraman est sur le terrain de stationnement, donc c'est normal que sur le terrain, on puisse voir l'éblouissement de chacune des ampoules. Mais quand tu es en dehors du terrain, tu ne vois pas l'éblouissement des ampoules. Puis le terrain est très bien éclairé. Alors, c'est ça l'avantage. Et ici, il y a un terrain de golf sur l'île des Sœurs, puis il y a une petite chicane qui, d'après moi, a commencé l'année passée. Alors, il y a des condos ici dans un édifice, puis devant eux, ben, il y a un terrain de golf. Puis ici, tu as un poteau, puis un autre poteau, puis un autre poteau. Ça, c'est des lumières pour éclairer le terrain de golf la nuit. Alors, voici ce que ça a l'air la nuit. Oh, pardon. Ça, c'est les types de lumières, qu'est-ce qu'ils ont l'air, puis on voit qu'ils n'ont pas de chapeau. Alors, imaginez un demi-cercle ici. Alors, la lumière s'en va comme ça, à terre. Elle traverse la rue, elle s'en va dans le ciel. Chaque ampoule fait la même chose. Puis le résultat, ben, c'est ça. Là, quand ils ont allumé ça la première fois, là, ça a chiolé quelque chose de rare. Puis avec raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces spots-là doivent éblouir tant que ça. Ça, là, c'est overkill. Ça fait plus qu'un an que la chicane est pognée entre le promoteur et le maire de l'île des Sœurs. Là, c'est de la chicane qui n'a même pas rapport avec l'éclairage. Le propriétaire du terrain de golf va dire « Ouais, mais ton terrain t'a contaminé, ça m'a coûté plus cher pour le décontaminer.
Ils s'accusent de ne pas aimer le golf, tu es anti-golf, tu m'aimes pas, nanana. Ils ne parlent pas de l'éclairage. C'est récent, là, les gros chicanes en cours. Là. Dans le fond, tout ce qu'ils pourraient faire, c'est mettre un chapeau sur chacune des ampoules puis éclairer à terre. Sauf que le wattage est pas mal fort ici. Je ne sais pas s'il y aura moyen de baisser l'intensité ou peut-être d'en enlever une couple. Anyway, la chicane est poignée, puis à date, là, je ne sais pas c'est quoi la solution, s'il y a eu quelque chose de récent. Sur l'Internet, c'est encore en cours. Dans nos rues, on voit beaucoup d'éclats. Alors, c'est l'éblouissement. Les lumières qui sont à l'autre bout, là, ici, on ne devrait même pas les voir. On devrait voir seulement que la partie au sol que chaque lumière veut éclairer. L'éblouissement, ce que ça fait, bien, ça nous empêche de voir des choses. Comme ici, on a une source qui nous éblouit. Ici, on met notre main devant la lumière, puis on voit qu'il y a quelqu'un en dessous. Tandis qu'ici, on ne voit pas le personnage. Fait que quand on est ébloui, c'est dangereux, surtout quand on conduit. Il y a des effets pour la santé aussi. Fait que dans la lumière blanche, tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis tu as une partie de bleu. Le bleu, ce que ça fait, c'est néfaste pour les insectes. Les insectes n'aiment pas le bleu. Donc, ils vont fuir les régions où il y a beaucoup d'éclairage blanc, d'intensité forte. Et quand les insectes quittent une région, bien, il y a moins de pollinisation qui se fait dans les champs agricoles. Puis là, le yield, là, ou le pourcentage, la quantité de produits, elle baisse. Il y a aussi la mélatonine dans le corps humain qui est réduite quand il y a de la lumière blanche qui rentre dans votre chambre. En fait, c'est la lumière bleue contenue dans la lumière blanche. Le bleu affecte la production de mélatonine. Donc, si la mélatonine, c'est un antioxydant qui aide à combattre le cancer du sein, le cancer de la prostate, il y a même des indices de diabète là-dedans, il y a de la dépression qui rentre là-dedans. Tout ça, c'est connecté avec la mélatonine. Il y a bien des oiseaux aussi qui sont, moi je pourrais dire, induits en erreur lorsqu'ils migrent d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre. Puis même dans la ville de New York, ils vont éteindre des gros phares au sommet des gratte-ciels durant des périodes migratoires pour éviter justement un tas de cadavres comme ça. Là. Ça, c'est tous des petits oiseaux qui sont morts ça, dans une nuit. L'être humain, puis les animaux, puis les insectes, là, on n'a pas eu le temps d'évoluer depuis 1880 quand l'ampoule électrique a été inventée. C'est juste 140 ans. Là. Fait qu'en 140 ans, il n'y a pas eu assez de temps pour évoluer puis s'adapter à de l'éclairage nocturne. Fait qu'on devient malade à cause de l'éclairage. Ça affecte la nature aussi. Ça, c'est abusif. Un cimetière éclairé comme ça, là, je ne vois pas l'utilité. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu une pause à Montréal, qu'il y a des cimetières qui ont été vandalisés. Ça, c'était peut-être des jeunes qui étaient sous, ben non, qui étaient gelés. On n'entend plus parler, fait probablement que ça a juste passé, mais il y a du monde qui ont eu peur, puis ils se sont dit, je vais mettre de la lumière, comme ça, je vais faire peur aux méchants. Erreur. Ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est se poser des questions. Dans un cas comme ça, j'ai-tu besoin d'éclairer, oui ou non? Si le propriétaire veut éclairer, c'est son droit. On ne peut pas l'empêcher. Alors là, il faut qu'il se pose la question, quelle est la surface à éclairer? Je veux-tu éclairer proche de mon bâtiment, là où je veux travailler, ou je veux éclairer la dernière pierre tombale à l'autre bout? Combien d'éclairage ai-je besoin? Un petit peu de lumière ou je vais mettre des spots d'1 million de watts? J'ai-tu besoin d'éclairer toute la nuit? Comment éclairer? Avec un détecteur de mouvement, avec une minuterie? Tout ça, là, juste parce qu'on se pose des questions, ça va déjà contrôler et minimiser l'éclairage si le propriétaire veut en mettre. On ne peut pas les empêcher d'éclairer, mais on peut leur suggérer comment le faire. C'est plein d'exemples partout, pas juste au Québec, mais mondialement. Ici, ces églises-là, ça a peut-être 100 ans, 150 ans, puis je vois encore les gens travailler là, au pic-papel, là, puis avec des chevaux. Il n'y avait pas l'équipement lourd qu'on a aujourd'hui pour amener du ciment, puis des briques, puis tout ça. Ça se faisait à mitaine.
Fait qu'on a raison de vouloir mettre en évidence un patrimoine, une fierté. C'est des beaux bâtiments. Mais on n'a pas besoin d'éclairer du sol vers le ciel. On pourrait éclairer du haut vers le bas. Puis c'est ça qu'on suggère à des vieilles constructions, des nouvelles constructions. Il y a quand même des clauses grand-père, mais il y en a qui vont le faire, qui vont changer l'éclairage juste parce que c'est plus beau. Et si le drapeau, là, tant qu'à mettre un spot là, très haut là, sur le poteau, il aurait pu le mettre en haut. Rendu là, c'est pas à la hauteur d'un homme, ça. Il est haut, lui. Fait que si l'éclairage était du haut vers le bas, ça serait aussi bien. Les pentes de ski, toutes les petites boules blanches qu'on voit, c'est des lumières. Alors, on aurait pu mettre des chapeaux là-dessus pour éclairer la neige. Ça serait quand même très visible la nuit, mais c'est aussi une forme de publicité pour les propriétaires des pentes de ski. Il y aura moyen de réduire l'intensité puis de voir très, très bien. Mais eux autres, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas au ciel, ils pensent publicité visible de 10 000 à la ronde. C'est ça qui est leur idée. Plus près de chez nous, ben de chez vous aussi, quand on a un voisin à l'autre bord de la rue puis qui éclaire son entrée de cour, bien souvent, il va mettre un ou deux spots puis ils sont mal dirigés. Fait que ça traverse la rue puis on l'a dans le salon chez nous. Ici, le propriétaire, il s'est patenté une visière. Tu peux acheter ça, mais lui, il se l'est fait lui-même. Alors, tu ne vois plus la lumière directement en face. Tu vois que c'est éclairé à terre. Une autre façon de le faire, c'est de prendre le même genre de lumière ici, puis de les mettre carrément pointés vers le sol. Alors, tu vas avoir une région ici qui est éclairée. Il ne faut pas se leurrer aussi. Quand on revient à 10h, 11h ou à 1h du matin, le soir, nos phares de voiture sont allumés. On va le voir s'il a laissé son bicycle dans l'entrée de cour. Là. Ça sert à ça, des phares. En campagne, anciennement, ça, c'était des lampes au gaz. Alors ça, au lieu d'avoir une petite lumière électrique, c'était du gaz. Et puis aujourd'hui, tu peux avoir le même look avec des ampoules électriques. La version moderne de ça, ils ont toutes quelque chose en commun. L'ampoule est cachée en haut, est cachée. On ne voit pas d'ampoule. Alors, tu ne vois pas l'éblouissement. Tout ce qu'on va faire, c'est éclairer la colonne, éclairer une entrée de cour de campagne, dit c'est ici chez nous, passe par là. On n'a pas besoin d'avoir une lumière qui va nous aveugler. Celle-là est toute petite, elle n'est pas grosse. Par contre, à Hudson, il y a dans l'ouest de Hudson, ici, ça c'est une colonne, il y en a 30. Je les ai comptés. Sur chacune des colonnes, tu as une source lumineuse, puis il y a 3 ampoules dedans, des petites ampoules de 60 watts. Il y en a 3 dedans. Fait que tu en as 30 fois 3, tu en as 90. Tu as 180 watts par colonne. Avant, c'était tout allumé, puis à un moment donné, il en éteignait une, il en laissait une allumée, il en éteignait une, il en laissait une allumée. Et aujourd'hui, là, il y en a peut-être 4 sur 30 qui sont allumés. Fait qu'il est en train de comprendre tranquillement qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas de lumière de rue ici. En arrière, c'est le lac des Deux Montagnes. Puis c'est un petit coin qui est sombre. Mais il est très visible, surtout pour ceux qui sont à l'autre bord de la rue, en arrière du champ, là, qui veulent regarder la lac, ben, ils voient le mur éclairé. Fait que probablement qu'il y a des voisins qui ont été le voir, là, puis ils disent pouce, mais pouce égal. Ici, dans nos rues, on est habitué de voir des têtes de cobra avec des ampoules au sodium haute pression. C'est de la lumière jaune-orange, là. Alors, les lumières sont mises là pour notre sécurité. Ah oui. Sauf que quand il mouille fort, ben, tous ceux qui sont ici dans la conférence, là, qui ont déjà conduit quand il pleut à boire debout, tu vois rien. Tu es obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as de l'éblouissement ici qui frappe le pare-brise. On voit absolument rien. Chaque petite goutte, c'est une lentille. Chaque petite goutte d'eau, c'est une lentille. Alors, les lumières qui ont été installées pour notre sécurité sont maintenant dangereuses. Parce que s'il y a un enfant qui traverse la rue ou un piéton, on ne verra pas. Puis si tu arrêtes dans le plein milieu de la rue, il y en a peut-être un autre qui va te rentrer dedans. La solution, c'est de ne pas éblouir. Ça, c'est un modèle assez flyé qui est en Californie, là. C'est des DEL. On voit que l'éclairage est très doux au sol. Puis tout ce qui est vert et blanc ici, ces affaires-là, c'est des turbines. C'est actionné par le vent. Le mouvement du trafic ici va actionner la turbine. C'est même pas branché sur le réseau hydroélectrique.
Donc ici, si on achetait ça, Hydro-Québec ne fait pas une scène. C'est des éoliennes. Ça génère leur propre électricité. Merveilleux. Alors ici, avec les DEL, chaque petite lentille qui est ici, on peut ajuster le faisceau lumineux. Si ton poteau il est haut, tu peux en mettre large ou tu peux en mettre étroit. Fait que si tu n'as pas beaucoup de poteaux, tu peux éclairer de façon large. Si tu as beaucoup de poteaux qui sont plus proches, peut-être plus petits, tu peux éclairer moins large. Tu fais ce que tu veux, selon le nombre de poteaux déjà existants. À moins que tu refasses une installation flambant neuve, mais ça te donne plus de choix. Anciennement, on voyait des projecteurs sur les toits des bâtiments pour éclairer les stationnements. Ça, c'est fini, ça. Tu n'en as plus besoin de ça. Ceux qui sont encore là aujourd'hui, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais les nouvelles constructions, tu n'as plus besoin de ça, pas en tout. Voici un cas classique, un bâtiment qui veut éclairer son stationnement. Alors, la lumière qui est ici, c'est le genre comme ça, qui va éclairer à l'horizontale puis à terre, mais aussi vers le ciel. On devrait mettre quelque chose comme ça, qui éclaire seulement vers le sol, puis un peu avec un angle. Tu veux éclairer ton stationnement et non pas l'arbre et non pas le champ au bord de la rue. Fait qu'ici, ça, c'est un scénario propice pour un accident. Fait que tu as une voiture qui s'en vient ici, elle passe dans de l'ombre, puis tu arrives tout de suite dans de la lumière, puis la lumière est forte. Fait que s'il y a un animal qui traverse ici, tu le frappes. S'il y a un piéton qui fait du jogging puis qui a décidé de traverser la rue, tu le frappes. Là, il n'y a pas le temps de s'adapter rapidement au changement d'éclairage comme ça. On a des ronds-points qui commencent à être de plus en plus populaires au Québec. Ça, c'est très bien éclairé. Il n'y a pas d'éblouissement. Et c'est important de bien voir à l'approche et à la sortie de cette affaire-là. Alors, le trafic est ralenti, mais il faut que tu sois visible sans être ébloui. Ça, c'est bien, ça, c'est bien conçu. Les stations de gaz, typiquement, ce qu'on voit, c'est de la lumière qui est pendue en dessous du plafond. Alors, ça éclaire à terre qui est l'air de ravitaillement. Puis c'est important de bien voir. On joue avec un liquide qui est flammable. Là. Mais la lumière traverse aussi dans la rue, puis elle traverse l'autre bord de la rue. La solution, c'est d'encastrer les lumières dans le plafond. On a encore beaucoup d'éclairage dans la station, dans l'air de ravitaillement. Mais on a regardé l'ombrage qu'il y en avait ici, puis qu'il y a là, ça veut dire qu'il n'y a presque pas de lumière qui déverse de l'autre côté de la rue. Ça, c'est bien pensé. Un cas classique, les vendeurs d'automobiles, ça, c'est les stéréotypes. Ça, c'est un modèle qui n'est pas bon. Il y a beaucoup trop d'éclairage. Présentement, ce qui se passe, c'est que tu aveugles ton client potentiel. La solution, c'est de mettre des boîtes à souliers, ce que j'appelle des boîtes à souliers. Fait que ta lumière, elle va sur ton produit, puis regardez l'ombrage, c'est sombre ici, là. Alors, sur le trottoir qui serait probablement ici, il n'y a pas l'éclat. On voit que le produit est illuminé, mais il n'y a pas l'éblouissement de l'ampoule. Puis, autrement, en même temps, la lumière ne traverse pas l'autre bord de la rue, ça ne va pas chez vous. Ça, c'est un bon modèle. Quand il y a un nouveau terrain de sport, soccer, baseball, football, n'importe quoi, puis qu'il allume des spots comme ça, là, ça va chialer dans le voisinage. C'est normal. Les gens ne s'attendent pas à ça. Puis quand ils allument ça la première fois, là, c'est épouvantable. Là-dedans, là, dans ce modèle-là, là, tu as un poteau là, qui a 24 ampoules, puis ça, c'est typiquement des 1500 watts chaque. C'est plus des DEL rendus là, c'est des métal halide, là. 36 000 watts par poteau, fois 4 poteaux. Fait que quand tu allumes ça, tu as 144 000 watts là, qui consomment. Tout le temps, tout le temps. Si les gens sont consciencieux, quand ils ont bâti ça, ils vont mettre des visières pour empêcher la lumière de s'en aller dans le ciel, mais ça n'empêchera pas la lumière de traverser et de s'en aller chez vous. C'est fort, ça. Le bobo avec ces lumières-là, c'est que celle-là ici, elle va éclairer là-bas, puis celle-là ici, elle va éclairer ici. Normalement, ça devrait être penché pour éclairer là, puis celle-là devrait être penchée pour éclairer là. Mais ce qu'ils font, c'est que s'il y a un but au sud,
Ils vont éclairer le but du nord, puis la lumière du nord va éclairer le but du sud. C'est le même qu'ils le font. Il y a une autre solution. Il y a des produits qui se vendent aux États-Unis, puis il y a des distributeurs à Montréal pour ça. On remarque qu'il y a plus de poteaux. Dans ce cas-ci, tu as 20 poteaux, mais c'est 2 ampoules par poteau. C'est des 300 watts. Alors, tu as 12 000 watts total pour éclairer la même grosseur de terrain au lieu de 144 000 watts. Puis la beauté de ça, là, regardez ça, le bel ombrage, le sombre qu'il y a juste autour. Fait que si toi, tu vis autour de ça, mettons ici, là, tu ne te fais pas éblouir. Tu vois que le terrain est éclairé, mais il n'y a pas un spot qui éclaire d'en face chez vous. Ça, c'est un centre sportif le traditionnel à 1 000 distant, puis ça, c'en est un autre à 5 000 distant. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de déversement de lumière. Tu ne verras pas ça ici. Alors, ce qu'ils font, c'est des grosses boîtes à souliers qui vont contrôler comment que l'éclairage se donne. Les poteaux sont hauts. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Tu as un poteau ici. Là, tu as une lumière, 2, 3, 4, mais peut-être 5 ampoules sur ce poteau-là. Mais dans ceux-là, ici, il y en a 2 par poteau. Fait que tu fais ce que tu veux basé sur ce que tu veux éclairer. C'est un très bon système. On a parlé de la puissance de la lumière, on a parlé de la direction. Maintenant, c'est le tour à la couleur. On va faire de chicane. La couleur, c'est important. La lumière du jour ici, là, on la décompose, puis tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, une lumière incandescente, l'ampoule qu'on voyait dans nos salons, là, c'est pas mal jaune-orange, qui est la couleur dominante. Il y a un petit peu de bleu dedans, mais pas beaucoup. Les néons, il n'y a pas de bleu, mais c'est pas très, très fort, c'est pas assez fort pour éclairer des rues. Les lumières halogènes, c'est très puissant, c'est très chaud, il y a un petit peu de bleu. Les DEL, quand ils sont sortis, là, les premières à 7000 K, là, ça, c'est beaucoup de bleu dedans. Puis aujourd'hui, tu peux mettre du phosphore, des produits chimiques pour filtrer la lumière blanche puis l'amener vers le jaune, vers le orange, vers le ambré. Puis tu as de moins en moins de bleu dedans. C'est bon, on ne veut pas qu'il y ait trop de bleu. Alors, quand une ville choisit son éclairage pour une rue, elle va dire, je veux un temps de luminaire. Là, elle ne parlera plus de full cut-up, elle va parler d'un bug spécifique avec une couleur 3000 K ou 4000 K ou 2000 K ou ambré, tout dépendant de l'application et où tu te situes. Dans un règlement sur la pollution lumineuse, on va suggérer des intensités, des heures d'utilisation, des couleurs pour justement protéger le ciel puis voir bien quand même. On ne veut pas s'éblouir. Bon, ben, c'est un petit peu ça ce qu'on fait. Là, on voit la couleur ici du bleu. Alors ça, c'est du blanc qui est 6000 K à 7000 K. Il y a beaucoup de bleu là-dedans. Ça, c'est fatigant pour l'œil. Puis éventuellement, si on en met trop la nuit, ben ce bleu-là va se ramasser dans l'atmosphère. Puis regardons ça, l'atmosphère, elle aime le bleu. C'est pour ça que le ciel est bleu durant le jour. Fait que si la nuit, on met de la lumière artificielle blanche comme ça, il y a un contenu bleu qui va se ramasser dans le ciel, puis à la longue, si on extrapole, ben, le ciel de nuit pourrait devenir bleuté. Alors, on suggère du 4000, du 3000, puis même en bas de ça. Là. Fait en campagne, là, c'est du 2000 K. 2000 K, c'est le même genre d'orange qu'on voit sur les têtes de cobra, les ampoules à sodium à haute pression, les vieilles types de lumière qu'on avait depuis toujours, là, c'est orange. C'est 2000 K. Ça te donne une bonne idée. Là. Moins que ça, c'est plus orange. 3000 K, c'est blanc crème. C'est ce qu'ils mettent à Montréal. Là. On veut éviter le bleu dans la lumière blanche parce que c'est pas bon pour la faune animale, pour les insectes et l'être humain aussi. Dans bien des cas, la couleur ambrée, c'est adéquat. Quand on parle de stationnement ou des cours d'école, ça n'a pas besoin d'être une lumière blanche. Fait que si on a besoin de plus de blanc, parce qu'il y a des cas qu'il faut que ça soit blanc, comme une intersection dans une grande ville, ils préfèrent le blanc. Alors, il y aura plus de contenu bleu dans cette intersection-là. Alors, il faudra réduire l'intensité de l'ampoule pour minimiser la quantité de bleu qui va réfléchir sur le sol et se retrouver dans le ciel. C'est ce que fait Montréal.
Montréal, il y a un projet qui est actuellement en marche. Ils sont en train de convertir 130 000 lumières, mettre des DEL. Fait que là, ils mettent du 3000K, puis ils sont tous contrôlés par Wi-Fi. Ça veut dire que chaque arrondissement sur l'île de Montréal, que ce soit Ville-Saint-Pierre, NDG, Westmount, Rosemont, Ville-Saint-Laurent, toutes ces villes-là sur l'île, l'urbaniste a son téléphone intelligent et puis il y a un code avec des mots de passe, puis il peut contrôler à distance n'importe quelle lumière sur son territoire, en autant que c'est des lumières de ville. Les lumières chez Walmart, ils ne contrôlent pas ça. La lumière dans le cours chez vous, ils ne contrôlent pas. Mais dans la rue, oui. Dans les parcs, oui. Sur certains boulevards, oui. Mais pas les autoroutes, parce que ça, c'est provincial. Fait il y a des lumières qui ne sont pas affectées, mais il y en a quand même 130 000 qui vont être converties. Et le fait que c'est par Wi-Fi, ils vont savoir automatiquement s'il y en a une qui est brûlée. Ils peuvent ajuster les intensités. Fait que si tu as une lumière qui est nouvelle puis qui t'achale, tu peux appeler la ville, donner ton adresse, leur dire, tu peux-tu réduire l'intensité de cette lumière-là à ma chale? Ou tu peux-tu l'éteindre après 2 heures le matin si le voisinage est d'accord? Ils peuvent le faire. C'est facile à programmer. Alors, c'est à nous autres de le demander. Si elle est réellement fatigante, ils peuvent mettre un chapeau dessus pour empêcher que la lumière s'en aille dans la maison chez vous. Ça, c'est un petit calcul pour montrer aux villes comment que l'argent est facile à sauver en utilisant de l'éclairage au DEL. De toute façon, on le montre, ça. Quand on voit des municipalités, on parle aux urbanistes ou aux maires des villes, là, on parle d'argent. Si on parle d'étoiles, là, ça les intéresse pas, les étoiles. C'est bien beau, l'environnement, c'est un beau buzzword, là, mais quand tu parles argent, là, ils écoutent. C'est mon expérience. Fait que tu arrives là, puis tu leur dis, OK, tu as des lumières présentement, là, c'est peut-être des 250 watts plus le ballast. C'est 280 watts par lumière que tu as. Tu veux mettre des 120 watts. Alors, tu vas sauver 160 watts par poteau, puis tu veux faire une rue qui a 50 poteaux, alors tu vas sauver 8000 watts, ou la même chose, c'est 8 kilowatts. C'est ça que tu vas sauver. All right. Fait que tu prends ton 8 kilowatts, tu l'utilises 10 heures par jour, 7 jours sur 7, 52 semaines par année, tu vas te sauver 29 000 kilowatts. Tu es rendu à 29 millions de watts que tu as sauvés durant l'année. Alors, ton 29 000 kilowatts te coûte 10 cents le kilowatt, ça te coûte 2 900 $ par année que tu viens de sauver sur ta rue de 50 ampoules. Ici, si on assume la durée de vie de l'éclairage au DEL de 50 000 heures, en fait, c'est très, très, très conservateur. C'est plus que 100 000 heures garanties. Aujourd'hui, c'est 100 000 heures qui garantissent, mais le calcul est fait avec 50 000. Fait que si ça dure 50 000 heures, ça dure 10 ans. Le nombre d'heures par année que tu l'utilises, ça te donne 13 ans d'utilité. Puis 13 ans, avec 2 900 $ d'économie par année, tu viens de sauver 40 000 $. Mais comme ici, c'est le double, probablement que tu sauveras 80 000 $. C'est là qu'est le payback. Fait que tu vois qu'en dans 13 ans, là, dans ce cas-là, ici, à la moitié, ça sera probablement 7 ans que tu sauveras 40 000 $. Ça intéresse les villes, ça. Là, tu leur montres là, comment est-ce qu'en économie, tu vas sauver de l'argent. Là, il embarque. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. Là. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes intéressé, des situations avec une image en cours présentement. Là, ça fait que gênez-vous pas. Ça, cette page-là, là, on pourrait en parler longtemps, parce que pour ben du monde, l'éclairage, ça veut dire sécurité. Puis malheureusement, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, par contre, c'est l'éclairage nous donne un sentiment de sécurité. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que le monsieur ici, là, il éclaire la cour là, à la planche, là, qu'il va faire peur aux voleurs. Pas vrai. Pas en tout. Hein? Oui? On a une question de Marie-Lou. OK. Ces économies, c'est pour une rue? Répète la question, s'il te plaît. Ces économies qu'on a vues dans la diapositive précédente, c'est seulement pour une rue. Oui, une rue de 50 poteaux.
OK. Alors, ça pourrait être un boulevard ou une grande rue. Tu as 50 poteaux. Arrange-les comme tu veux, mais tu as 50 poteaux. OK. Là, ils ont remplacé des 250 watts par des 120 watts. OK, merci. OK, alors, si le monsieur qui est là, dans sa photo, ben, on ne voit pas le monsieur, mais la maison qui est là, elle est hyper éclairée. S'il a peur des voleurs, ce qu'il fait, c'est qu'il attire les voleurs. Parce que là, quelqu'un qui se promène en char à 3 heures du matin, qui cherche à faire un mauvais coup, là, il va le voir la sorte de char que tu as dans ton entrée de cour. Si tu as un bicycle qui est à côté sur le garage en arrière, si tu as un barbecue, si tu as un skidoo en avant, tu as peut-être un Harley Davidson qui peut en arrière. C'est tellement bien éclairé qu'il s'en fâchera même pas quand il va aller voir dans ta cour. Puis quand même qui marchera avec une flashlight, il n'y a personne, il n'y a même pas besoin de flashlight. Les voisins ne le verront pas. C'est une fausse croyance. J'ai parlé avec un statisticien de la Sûreté du Québec. Ça, c'est un gars qui ramasse des statistiques. Alors, tous les crimes qu'il y a au Québec, c'est-tu commis le jour, la nuit? C'est-tu un gars qui a fait le crime? C'est-tu une femme? Quel âge? Étais-tu armé ou pas? C'était-tu avec un fusil ou avec un couteau? Étais-tu gelé? Étais-tu sous? Étais-tu un crime de passion de cœur? Toutes les... Ils décrivent au maximum le crime. Puis ils font des statistiques, puis ils regardent des tendances partout au Québec. Une région, mettons, à Trois-Rivières, ils vont dire, ah ouais, on remarque qu'il y a beaucoup plus de vols d'auto dans ce coin-là. Dans une autre région, on va dire la violence domestique, il y en a beaucoup plus, par exemple, au sud de Montréal. Tu sais. Ils regardent toutes sortes de statistiques. Puis j'ai carrément demandé au gars, la lumière, c'est-tu de la sécurité? Puis il est parti à rire. Il dit non, c'est l'opportunité qui crée le crime. Puis l'exemple le plus flagrant, on le voit encore aujourd'hui, c'est un beau pick-up qui est stationné là, d'un dépanneur. Puis tu as 2 spots ici. D'après moi, ça doit être du 125 watts chaque. Là. En tout cas, tu as 2 spots brillants sur le camion. Là, il est bien éclairé. Là. On voit ici là, que le moteur, il marche encore. Là, il a boucane. Le gars est plus dedans. Là. Il est parti en dedans dans le dépanneur chez une caisse de bière. Il a laissé le moteur rouler. Il y a quelqu'un d'autre qui se promène ici sur la rue qui n'avait aucune idée qu'il était pour faire un mauvais coup. Mais là, il voit qu'il y a un camion. Pas personne dedans. Il veut personne dans le dépanneur. Il rentre dedans 2 secondes après. Il est parti avec ton truck. Puis pourtant, il était direct en dessous de 2 gros spots éclairés. Alors, l'opportunité ici a créé le crime. On peut parler de sécurité, éclairage. Si tu es sur un balcon au 2e étage, puis il fait noir, puis tu ne vois pas les escaliers, ben là, si tu manques de ton pied, ben tu vas sacrer quelqu'un en bas. Oui, OK. Dans ce sens-là, l'éclairage, il y a une certaine sécurité. On veut voir où est-ce qu'on met le pied. Mais c'est pas parce que tu as éclairé ta maison que le voleur va avoir peur. Aux États-Unis, ils ont fait ils ont donné un questionnaire à des prisonniers dans une prison. Ils leur ont demandé dans quelle situation tu n'iras pas voler une maison? Qu'est-ce qui ferait que tu n'y iras pas? La première réponse, la plus populaire, c'est s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un dans la maison, j'y vais pas. Trop de trouble. S'il y a un chien, s'il y a un système d'alarme, si tout est barré. Dans aucun cas, c'est marqué s'il y avait de la lumière. La lumière, c'est pas un facteur pour le voleur. Autrement dit, si tu as une Mona Lisa qui est sur le mur du salon chez vous, ça va se savoir. Puis s'il y a quelqu'un qui veut la Mona Lisa, il va rentrer chez vous pareil. Aujourd'hui, la vague populaire, là, ils défont chez vous le jour, à midi, 3 heures l'après-midi, en plein soleil. Tu peux pas avoir mieux qu'éclairage que le soleil. Ils rentrent chez vous. Puis c'est même pas grave si c'est ta maison. Ils vont t'attacher sur une chaise, ils vont prendre leur temps, puis ils vont aller fouiller tout ce qu'ils veulent, puis ils vont s'en aller. L'éclairage, c'est une légende urbaine. On pourrait en dire longtemps. La majorité des crimes au Québec, là, selon le statisticien, là, 60% des crimes sont commis le jour et à l'intérieur. Donc, on parle de fraude au téléphone, les chèques en blanc, les fraudes de carte de crédit, ce genre d'affaires-là. Quand tu es rendu dans un crime puis tout ça, là, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un ou c'est un règlement de compte la plupart du temps. C'est un sujet qui est hot.
Ah, j'oubliais. Euh, Si l'autre bord de la rue, chez vous, vous avez une pharmacie ou une petite business qui éclaire son stationnement de façon irresponsable, tu vas parler au propriétaire, puis là, il va te dire, ben là, question d'assurance, là, faut que je m'éclaire, c'est de la sécurité, ça, là, c'est de la BS. Le gars qui vous dit ça, là, c'est parce qu'il veut se débarrasser de vous de façon polie. Parce que s'il y en a un qui a besoin d'assurance, c'est Walmart. Walmart, c'est un gros détaillant. Ici, c'est Walmart avant, puis là, c'est Walmart après. Ça, c'est en Ontario. Les autres, ils en ont besoin d'assurance, eux autres aussi. Puis l'éclairage, il éteint. Il éteint la nuit. Puis à Sherbrooke, tu as même un Walmart qui est mieux que ça. Tu n'auras même pas ici la lumière sur le mur là, puis la lumière ici. C'est encore plus sombre que ça. Mieux que ça, avant que la ville de Sherbrooke adopte un règlement sur la pollution lumineuse, Walmart voulait s'installer, puis ils l'ont fait selon l'esprit d'une future réglementation sur la lumière. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire avant même que Sherbrooke l'adopte la loi. Ça, c'est merveilleux. Fait, quand on voit que des compagnies comme ça peuvent le faire, n'importe qui peut le faire. Le problème, c'est quand tu es déjà installé, tout est déjà fait, c'est difficile d'aller changer. C'est plus facile de contrôler l'éclairage pendant que tu bâtis tout ça. Là. Pendant que tu demandes ton permis de construction, tu vas montrer la superficie, comment est ton entrée d'eau, l'électricité où elle rentre, y a-t-il des chemins de fer qui passent à côté, le bruit, il y a toutes sortes de choses à respecter avant d'avoir ton permis de construction, puis l'éclairage, c'en est un autre. Les droits acquis sont, les clauses grand-père, il y en a partout, là, mais c'est là que tu les pognes, là, fait. Alors, dans une même ville, village, quoi que ce soit, tu as deux voisins. Il y en a un qui veut de la lumière, puis l'autre, c'est un astronome, il n'en veut pas. Lequel des deux voisins a le plus de droits? Okay? Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est demander au premier de s'éclairer quand même, parce qu'il veut s'éclairer. Alors, il éclaire chez eux, puis ça n'éblouit pas chez le voisin. Là, il faut faire attention. S'il y a une ampoule de 1000 watts ici, là, à bout de pencher à terre, ça va te blaster, là, lui. Il faut être réaliste. Mais il y a moyen, des fois, de demander à son voisin, puis si ça ne marche pas, il faut se plaindre à la ville, puis la ville va suggérer des compromis. Mais s'il y a un règlement sur la pollution lumineuse, tout de suite, il sera appliqué. Là, vous allez voir que mon data est un peu vieux. Ça fait c'est l'Amérique du Nord en 93. Puis regardez bien, ici, on fait un saut de 10 ans, 2003. Fait que je vais reculer 10 ans, j'avance de 10 ans. Il se passe quelque chose, là. Il y a de la lumière qui apparaît, il y en a d'autres qui disparaissent, mais plus souvent qu'autrement, c'est de la nouvelle lumière qui apparaît, là. Fait qu'on voit la différence. Tout ce qui est rouge, orange puis jaune, c'est de la nouvelle lumière. Fait que ça, c'est nouveau, c'est nouveau. Il y a bien du jaune ici, il y a bien de la nouvelle lumière ici, là. Tout ce qui est bleu, ça c'est quoi, ça? Turquoise, vert un peu, là, c'est decrease, ça réduit. Fait que tout ce qui est bleu-vert, ça réduit. Il y a beaucoup de réduction de bleu ici. Puis si on regarde le long du lac Ontario, ici, c'est la 401 entre Toronto et Montréal, là, ça réduit beaucoup l'éclairage qu'il y a là. Ici, dans le Maine, pas mal de bleu ici, dans les provinces de l'Atlantique. Ici, ça, c'est probablement les cantons de l'Est, Québec, puis tout ça, Montmagny, puis de Montréal ici, qui est juste là. Fait que tout ça, il y a bien du jaune là-dedans, puis le jaune, c'est Low Intensity Increase. Fait que c'est une augmentation de lumière de faible intensité. Il y a encore du chemin à faire. La solution, ben, c'est la réglementation. Puis on a vu au Mont-Mégantic, eux autres sont dans la MRC du Granit. MRC, c'est Municipalité régionale de comté. C'est un territoire qui regroupe plusieurs villages qui ont des choses en commun, comme, mettons, des forêts, des parcs ou des terres agricoles. Ils ont des choses en commun, fait qu'ils discutent de choses pour le bien de leur territoire. Fait que la MRC du Granit ont adopté le premier règlement de pollution lumineuse au Québec. Puis on parle du temps de Chloé Legris. C'est elle qui a parti le bal au Québec.
C'est grâce à elle qu'il y a eu le Comité du ciel noir de la FAC qui a changé de nom, qui est devenu IDEA Québec. Fait que quand ça a marché là pour protéger le ciel de l'observatoire, parce qu'on est en train de perdre le ciel pas à peu près là-bas, la mère Mercier voisine, celle du Haut-Saint-François, elle a emboîté le pas, elle a embarqué. Ça, c'est grand, c'est comme territoire. Là. Tout ça ici, les morceaux de puzzle, c'est toutes des MRC différentes. Là. À Montréal, il n'y a pas d'MRC, le système, c'est toutes des petites villes. Là. Mais ça, c'est des gros territoires. Fait que quand tu vas chercher un règlement de pollution lumineuse dans un territoire comme ça, là, bravo. On a fait le tour dans bien des petites villes. beaucoup. Il y a même la municipalité de la MRC de Sherbrooke qui est embarquée aussi. Toute l'île de Montréal, ça, c'est toutes des places que j'ai faites personnellement. Fait que je cognais aux portes, j'allais voir l'hôtel de ville, puis t'attendais le mardi du mois. Puis si malheureusement il y avait un sujet qui était bien hot ce soir-là, ben, tu perds ton temps parce qu'il se fout bien gros de l'éclairage. Fait tu y retournes le mois d'après. Ça, c'est long. Mais j'ai eu de l'aide quand même avec des gens qui m'ont donné des contacts, des clubs d'astronomie qui disaient viens donc chez nous. Puis hey, c'est du temps, ça. Aujourd'hui, je suis content de voir que toute l'île de Montréal y va avec une conversion de l'éclairage extérieur. En tout cas, les lumières de ville, les lumières de parc, les lumières de rue, ça se convertit. Fait que ça, c'est. Ce qui est le fun, c'est qu'autour de Montréal, les petites villes, ils suivent l'exemple de Montréal. Fait que quand on s'en va loin en campagne, qu'est-ce que Montréal a fait? On va suivre l'exemple de Montréal. Ils ont tous les experts, eux autres. Là. On n'a pas besoin de réinventer la roue en campagne. On va se fier à ce que Montréal a fait. Beaucoup de villes ont emboîté le pas. Beaconsfield ont converti les lumières en 2016. Ottawa, cette année, ils vont convertir toutes les lumières de leur ville. À Pincourt, ils ont changé. Blainville aussi. Boisbriand, ça a changé. Le Nouveau-Brunswick, ils ont changé 72 000 lumières de rue. Montréal, il va avec 130 000 lumières de rue. Il a commencé avec du 4 000 cas. Là, on leur a dit 3 000, ça serait mieux. Fait qu'ils vont avec 3 000, puis c'est tout du Wi-Fi. Chaque lumière est individuellement contrôlée. Législation. En Nouvelle-Écosse, c'est la première province qui a un règlement à l'échelle de la province. Nous autres, on va peut-être être le deuxième, mais on n'est pas rendu là encore. Le Manitoba, il va aussi avec 130 000 lumières. Il se passe de quoi? Ça se passe. Ils vont tous sauver de l'argent. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est malgré le fait que, oui, il y a des économies à faire, les villes qui vont avec le DEL pour sauver de l'argent, ils vont mettre d'autres lumières additionnelles là où il n'y en avait pas. Ça a été très décevant quand on a vu cet effet-là en France et à d'autres places en Europe. Puis là, on commence à le voir ici aussi. C'est dommage, parce que là où il n'y avait pas de lumière avant, il n'y en avait peut-être pas besoin. Mais anyway, c'est ça le développement rural, puis tout ça, puis d'autres maisons. Là. On ne peut pas empêcher la construction, là, mais on espère qu'avec la réglementation, qu'ils vont s'éclairer de façon convenable, sans abuser. Ça, c'est le cadeau. La fameuse norme. Ça, là, on a travaillé longtemps. La gang de la RIS, là, la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, là, ça fait longtemps qu'ils veulent protéger le ciel du Mont-Mégantic, qu'ils ont réussi. Mais c'est une bataille qui est à temps plein tout le temps. Parce que si tu as tes inspecteurs municipaux, là, des inspecteurs de ville qui ne travaillent pas la nuit, donc ils n'ont pas le temps d'aller checker les installations pendant que ça se construit, là, tu t'aperçois que l'éclairage n'est pas adéquat. Fait qu'ils refont encore une autre vague de sensibilisation pour dire au moins, hey, faites attention, on est parti sur le bon pied, mais là, on a slacké. Il faut revenir sur le droit chemin. Là. Fait que cette gang-là, là, on les connaît bien, puis on travaillait avec IDEA Québec pour créer la norme. La norme, c'est une réglementation suggérée. Okay? Fait que le Bureau des normes du Québec a ça sur leur site web. Ça a été public pendant plusieurs mois pour que les gens puissent la lire, critiquer, poser des questions. Toutes ces étapes-là, c'est fini. Là, c'est adopté, c'est officiel. Puis toutes les villes au Québec, les villages, les municipalités qui ont des questions sur l'éclairage,
plutôt que d'essayer d'inventer la roue eux-mêmes, ils vont sur le site de la BNQ et disent, y a-t-il quelque chose sur l'éclairage? Oui, c'est drette là, tout cuit dans le bec. Le seul hic, c'est ça coûte 90$ pour en avoir une copie. Alors, c'est décevant, mais c'est comme ça qu'il marche le gouvernement. Alors, on s'est dit, bah, 90$ pour une ville, des pinottes. Puis d'autant plus que si la ville paye 90$, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lire le document. Là. Alors, là-dedans, tu as tout. Que ce soit un petit village de 1000 personnes, que ce soit une grosse ville de 100 000 personnes et plus, c'est divisé par zone. Tu as 4 zones. C'est des zones environnementales nocturnes. Fait que tu as zen, 0, puis ça, c'est une forêt. Un parc national. Tu sais. Zen 1, c'est un petit village. 4 petites lumières de rue, c'est pas populeux. Zen 2, tu commences à avoir des 30 000, 40 000, 50 000 personnes. C'est de l'industrie, tu as du résidentiel, tu as des commerces. Zone 3, c'est Montréal, 100 000 et plus, Québec, Lévis, Terrebonne, Trois-Rivières, les grosses villes. Fait que, tout dépendant de la zone où vous vous situez, les suggestions d'éclairage vont varier. Ça ne sert à rien d'arriver à Montréal et de dire « Prends une petite lumière pas forte. » Ça ne paraîtra pas. Montréal éclaire plus fort, alors c'est pas les mêmes contraintes. On va quand même leur suggérer la couleur, puis l'intensité, puis des temps d'utilisation pour sauver de l'argent. Tu as des zones résidentielles, là, à 2 heures du matin, il n'y a pas un chat, là. Fait que peut-être qu'on peut contrôler la lumière puis l'éteindre ou ben non réduire son intensité de 80%. Ça se fait, c'est facile. Alors là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, il y a des suggestions, la quantité d'éclairage, la couleur, on suggère tout le temps 2000 K, puis on accepte 3000 K. 3000 K, là, c'est un petit peu plus de bleu dedans, mais on se dit qu'avec des intensités variables, là, on peut le contrôler pareil. Les berges, les parcs, mon Dieu, les magasins, les stationnements, tout est là-dedans. Le gros bobo dans ça, c'est que si un jour on veut faire un amendement, on veut mettre le document à jour, le gouvernement nous charge à peu près 100 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 100 000 $ pour mettre à jour un document qu'on a créé. C'est nous autres qui l'avons créé, ce document-là. Là. Mais quand tu le donnes au gouvernement, ça appartient au gouvernement. Puis il y a certaines façons de faire là-bas. C'est pas de notre cours, fait que on va essayer de toffer le règlement le plus longtemps possible. On essaie de se trouver des passes pour le modifier sans que ça ne coûte à rien. À date, on ne l'a pas modifié, mais on sait quoi mettre dedans. Mais au moins, il est là. Fait que c'est un document qui travaille tout seul. On n'est pas obligé d'aller cogner de porte en porte comme je faisais avant. Je me suis aperçu que c'était pas efficace. Puis là, ce qui se passe à IDEA Québec, c'est que ceux qui ne savaient pas, Rémi Lacasse a pris sa retraite de IDEA Québec, une retraite très méritée parce qu'il a travaillé très longtemps. Il avait commencé un dossier avec l'ancien gouvernement libéral. Il avait trouvé le ministre de l'Environnement, puis il avait dit « Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la norme pour en faire une loi à l'échelle de la province? » Malheureusement, il y a un changement d'élection, tout ça s'est tombé dans l'eau. Fait que là, c'est ma job de prendre le même projet, de prendre ce document, qui est la norme. On l'a présenté au ministre de l'Environnement, à M. Croteau, et puis on a reçu un accusé de réception, comme quoi qu'ils l'ont vu. Jusqu'à où est-ce qu'ils ont creusé dedans, je ne le sais pas. C'est certain qu'avec l'histoire de COVID, il ne se passe pas grand-chose là-dessus, là. Mais il est rendu dans les mains du gouvernement, puis on aimerait ça qu'il en fasse une loi. Comme ça, là, tu ne te casses pas la tête, c'est partout à grandeur du pays, du Québec. Donc, on est rendu là. Oui. On a une petite question de Gérald qui dit « Quel est l'impact de toutes les lumières décoratives d'immeubles qu'on voit à Montréal depuis quelques années? Exemple, la biosphère, le complexe des jardins, l'église Notre-Dame, et etc., etc. » Oh, mon Dieu. Ça, c'est un dossier qui est très, très douloureux parce que tu as beaucoup d'édifices qu'on veut mettre en valeur. Fait qu'on va éclairer belle architecture, des gros bâtiments, les mettre en évidence. Il y a moyen de le faire
Puis c'est le fun quand que de l'autre côté de la table, ils sont réceptifs. S'ils sont tout de suite sur la défensive, là, tu as perdu. Ils le feront pas, parce que ça va coûter de l'argent, changer ce qui est déjà installé, puis en mettre du nouveau. Mais avec le temps, lorsqu'ils font de la maintenance ou des changements, c'est là qu'il est le temps. Là. Tu y vas sur le toit changer ton ampoule. Là. Fait qu'au lieu de la shooter du sol vers le haut, tu mets du haut vers le bas, t'en mets moins, tu mets des DEL plutôt que des phares. Les architectes d'aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Là. On va les appeler les jeunes. Là. Je ne veux pas les insulter parce qu'ils sont jeunes, mais c'est la nouvelle génération. Eux autres, ils vont avec l'éclairage, avec la pollution lumineuse. Ils sont beaucoup plus sensibles. Sur l'autoroute 40, là, dans l'ouest de l'île, ici, là, devant des sources pour l'autoroute 40, tu as 4 concessionnaires de voitures, un à côté de l'autre. C'est merveilleux. Tu ne vois pas d'ampoule. Tu vois que le sol est éclairé, puis les voitures sont éclairées, mais tu ne vois pas l'éclat. Ça date même pas de 10 ans, ça. On en voit à Vaudreuil, sur la 40 en direction d'Ottawa. Tu as 3 ou 4 concessionnaires à côté de l'hôtel de la Seigneurie. Il y en a un qui éclaire mal, mais l'autre éclaire bien. Je pense que c'est le Nissan qui éclaire bien. C'est soit Honda ou Nissan. Il y en a un qui éclaire mieux que l'autre, puis ça paraît. Mais côté architectural, c'est plus délicat. Les lumières de Noël, ça, c'en est un autre. Je me suis fait poser des questions là-dessus. C'est correct, les lumières de Noël sont pas fortes. C'est temporaire. On veut pas tuer Noël. Faut être réaliste quand même. Là. De toute façon, ça ne dure pas bien longtemps. Puis c'est pas des spots de 1000 watts ou de 100 watts. C'est des petites ampoules que tu peux mettre d'une boule et mettre la face dedans. C'est pas fort. Là. Fait que ça, c'est bien correct. Mais ça prend, comment je pourrais dire, donc, il faut qu'il y ait de la coopération de l'autre bord de la table. Là où ça va bien, c'est quand les gens posent des questions. Là, ils sont intéressés. Mais si tu vas leur dire que ce qu'ils font, c'est pas correct, là, tout de suite, ils sont sur la défensive. C'est juste le temps que ça va prendre pour changer tout ça. Éventuellement, les ampoules vont brûler, le câblage va être désuet, il va y avoir des toits à refaire, puis c'est là qu'est le temps. Là. Ce qu'on fait, c'est de donner une réglementation pour que lorsque c'est le temps de les faire, tu le fais comme il faut. Parce que ça va te prendre un permis pour faire ce genre de choses-là. Ce document-là, là, on a beaucoup d'espoir que la norme va travailler. Elle travaille tout seul. Tu n'es plus obligé de cogner aux portes. Ah, puis en passant, si tu veux faire adopter un règlement comme la norme dans ta ville, va pas appeler le maire. Le maire est occupé, il ne donnera pas l'heure du jour, il ne te rappellera pas, tu vas avoir l'impression qu'il ne veut rien savoir. Le maire, c'est pas la personne ressource. Tu as 2 personnes ressources dans toutes les villes. La personne qui s'occupe de l'environnement, c'est ton meilleur ami. Parce que là, tu suggères de protection du ciel étoilé, tu suggères plus de sécurité, des économies en électricité, en maintenance, tu parles d'argent, tu parles d'environnement. Ça, là, tu vas avoir une oreille attentive avec la personne qui a le dossier d'environnement. Il devrait en avoir dans toutes les villes et municipalités. Là. Soit ça ou bien l'urbaniste. L'urbaniste aussi va te donner une oreille attentive parce que c'est une personne qui va créer de la réglementation et essayer de l'appliquer. Fait que tu lui donnes tout cuit dans le bec un document qui n'a pas besoin, pas en tout, d'inventer. Fait que ça, c'est les 2 personnes à l'interne dans les villes qui vont t'écouter. Fait que tu as des meilleures chances. Puis si tu n'es pas obligé de connaître toute sa pollution lumineuse pour leur vendre l'idée, là, tu leur donnes ça. Tu leur dis, va checker à la BNQ, ça a été adopté, réglementation pollution lumineuse. Puis on va regarder la norme, c'est juste en dessous de la photo, là, c'est BNQ 4930 trait d'union 100. Ceux qui veulent mentionner ça à leur ville, à l'urbanisme, disent, hey, va voir ça, prends-en une copie, applique ça. Là. Ça va leur faire plaisir. Parce que probablement qu'ils se cassent la tête là-dessus, par où je commence, là, mais tout cuit dans le bec. C'est à ça que ça sert. Qu'on espère. Voici ce qui s'est passé, on a quasiment fini, là. La patrie au pied du Mont Mégantic en 2005, puis en 2008. En 3 ans, ils ont pris le taureau par les cornes, là, puis tout ce qu'on voit, là, c'est pas juste de la lumière éteinte en bas.
Ça, c'est des photos qui ont été prises du mont Mégantic en plongée. Donc, on remarque qu'il n'y a pas de lumière qui s'en va vers le ciel. Les rues qui sont ici là, sont probablement éclairées, mais beaucoup moins fort. L'église qui est ici, l'église qui est là, ils ont été les lumières. Le village embarqué, et pas juste le village, mais c'est toute la région. C'est très, très, très beau. Puis il n'y a pas plus de meurtres, là, il n'y a pas plus de crimes parce que l'éclairage est plus beau. L'éclairage contrôlé. C'est de l'éclairage bien pensé. Puis là, on ne voit pas de blanc là, comme tel. C'est toutes des lumières jaunes, jaune-orange. Alors, c'est du 2000K au moins. Ça, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait là. Puis celle qui est partie de balle, c'est Chloé Legris. Elle, tant qu'à moi, elle mérite une constellation à son nom au Québec. Là. Il fait un groupe d'étoiles. Fait que là-dessus, je vous montre le résultat de Tucson en Arizona en 1959. On voit beaucoup, beaucoup d'éclairage. Puis 30 ans plus tard, il y a des observatoires qui sont là. C'est possible de protéger notre ciel, de faire de l'astronomie, puis de donner une chance à nos petits-enfants de voir le genre de ciel que nous autres, on a vu quand on était petits, qu'on allait chez grand-maman. C'est possible de l'avoir encore. La pollution lumineuse, c'est ce qui est la plus facile à régler. C'est pas comme la pollution de l'air, la pollution de l'eau. C'était les lumières, puis il n'y a plus de pollution lumineuse. Comme on ne peut pas les éteindre toutes, on essaie de trouver des compromis, puis un juste milieu, puis des façons de s'éclairer sans polluer. C'est la pollution la plus facile à régler. Fait que, mon petit chat est encore là, fait que tous mes petits animaux sont bien contents, mes petites bébêtes aussi. Fait que, je vous remercie beaucoup de votre patience. On s'excuse des petits bugs techniques. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. C'est très intéressant. Avez-vous des questions pour Pierre? Tu peux lever la main ou dans le chat. Ah, c'est bon signe. Ça veut dire que toute la gang, ils vont tous parler à Leuville demain matin. OK. Là, c'est le temps de parler du test maintenant. Il n'y avait pas un examen à la fin? Je ne sais pas. OK. Marie-Lou a dit c'était très clair. Mauvais jeu de mots. C'est un bon jeu de mots. D'autres choses? D'autres commentaires? Il ne semble pas avoir d'autres commentaires. Bon, bien, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous rappelle que l'Assemblée générale de la PAC, elle est le 5 juin prochain. Il faut s'inscrire pour ça. C'est très important. Il y avait des petits commentaires. Bon, Daniel Rivet, excellente présentation. Monsieur Marc Jobin, merci Pierre. Il ne semble plus y avoir d'autres choses. Non, on va mettre fin à l'enregistrement et à la présentation.